Merci d'être des nôtres ce matin. Voilà, Monsieur Roche, Madame Robin-Sanchez. Petit tour de table des présentations. Nathalie Robin-Sanchez, vous êtes directeur d'hôpital, enseignante en management et gestion des ressources humaines à l'École des hautes études en santé publique. Et Loïc Roche, vous êtes directeur général de Grenoble École de Management et vice-président de la conférence des grandes écoles. Première question justement pour vous, Loïc Roche. On parle de l'état de l'art en management. Est-ce que ça fait sens pour vous ? Alors bonjour à toutes et puis bonjour à tous. Et puis merci effectivement de me donner du temps pour m'exprimer devant vous. Alors, lorsqu'on parle de l'art, évidemment, on a l'autre côté, c'est-à-dire on a aussi l'aspect science. Je pense que les choses, en fait, sont un petit peu plus simples. Le management, c'est d'abord une technique. Mais au-delà de la technique, et sans doute on aura le temps de dérouler un petit peu les choses dans les 3 quarts d'heure que nous avons ensemble, c'est cette idée que je dois tellement bien posséder ce que je fais intellectuellement qu'à un moment donné, l'intellectuel doit passer second et se rappeler que le management, avant toute chose, c'est une relation d'une personne avec une autre personne, d'une personne avec des équipes, et que l'aspect, la compréhension physique est première, pour être tout à fait clair. À un moment donné, je dois être suffisamment sûr, on va dire, de ma compétence managériale pour oublier cette même compétence, faire d'abord confiance au ressenti, pour seulement après traduire ce ressenti de façon intellectuelle, pour seulement après, dans un troisième temps, essayer, tenter d'apporter des solutions. Et puis, comme nous sommes dans des milieux très difficiles, disons plutôt des moins mauvaises solutions à un moment donné, à la situation donnée. Madame Robin-Sanchez, même question pour vous. Qu'est-ce que vous entendez par l'état de l'art en management ? L'état de l'art en management, c'est des choses qui sont connues, repérées et surtout reconnues, c'est-à-dire qui sont considérées comme légitimes. Donc c'est un palette à la fois d'expériences dans les entreprises, mais qui ont fait sens et qui ont été conceptualisées, théorisées et du coup diffusées. Je pense que ce qui nous intéresse, c'est quand même de les repérer, même s'il ne faut pas être trop dans les concepts. Il faut les repérer parce que de fait, elles imprègnent nos pratiques. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience en fait de l'impact que ça a sur nos pratiques. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, la question du management, alors bien sûr, c'est une question humaine, mais c'est aussi une question d'efficacité organisationnelle. Et ça parle à toutes les organisations, et notamment aux nôtres. Loïc Roche ? Oui, justement, pour rebondir sur la notion d'efficacité organisationnelle, si on devait donner une définition, mais extrêmement simple, et sans doute vous allez être frustré, mais on la mettra ensuite, on va dire, en creux par rapport à la définition qu'on pourra donner du leadership. Le management, c'est la gestion au quotidien de la complexité. Et par rapport, on va dire, à l'efficacité organisationnelle, la seule question du manager, la seule question que vous vous posez, et vous la posez plusieurs fois par jour, c'est la question de la décision. Qu'est-ce que je décide ? Alors justement, Nathalie Robin-Sanchez, quelles sont les particularités organisationnelles de l'hôpital et leurs conséquences sur le management ? Alors l'hôpital, bien sûr, tous ceux qui sont dans la salle le connaissent, donc je ne vais pas leur faire l'injure de le décrire. Malgré tout, je pense que ça vaut le coup de revenir à une catégorie décrite par Henri Mintzberg, qui est très classique, et qui décrit l'hôpital et d'autres organisations, notamment l'université, comme une bureaucratie professionnelle. Je reviens à ce classique, pourquoi ? Parce qu'il dit des choses qui sont toujours très vraies dans nos organisations et qui vont avoir des conséquences sur la manière dont on peut mettre en œuvre le management. Avec Mintzberg, il décompose les organisations autour de 5 éléments. Donc un sommet stratégique, une ligne hiérarchique, un centre opérationnel, une technostructure et des fonctions support. Bon, tout ça, ça vous parle. La particularité de l'hôpital, c'est que c'est le centre opérationnel qui est le plus développé et le plus important. C'est quoi le centre opérationnel ? C'est les services où on travaille, c'est les soins. C'est là où on prend en charge le malade, le patient. Et non seulement c'est le plus important en termes de développement, mais c'est sur lui que repose l'autorité. Parce que l'autorité dans une bureaucratie professionnelle, elle est détenue par la compétence. Et ça, c'est très particulier. C'est très particulier, ça imprègne notre organisation. C'est bien les médecins, les soignants qui détiennent la légitimité de la compétence à l'hôpital. Et ça, quels que soient finalement nos modes d'organisation et l'impact du management. Et c'est ce qui fait la difficulté, notamment pour les directions, pour organiser et mener des dimensions stratégiques et mener nos réorganisations. Loïc Roche, est-ce que l'hôpital est une forme d'organisation particulière ? Alors, ma connaissance de l'hôpital, et j'en suis très très heureux, est relativement limitée. Ça c'est le premier point.
Juste pour rebondir sur la notion, et j'y souscris parfaitement, du lien entre autorité et compétence. Si je tire le fil et je reviens à l'hôpital, donc là j'en sors un petit peu, je pense que jamais, contrairement à ce qu'on peut penser, les jeunes générations, et donc les jeunes tout particulièrement, n'ont eu autant besoin d'autorité. Simplement, ils en donnent une très bonne définition de par leur comportement. Ils ne reconnaissent l'autorité que si celle-ci est compétente, c'est-à-dire que si effectivement ils vont apprendre de cette autorité-là. Je crois que pour moi, qui suis encore une fois extérieur à l'hôpital est difficile pour 2 raisons. La première, comme toutes les organisations, par rapport aux conditions de travail, et peut-être un peu plus difficile dans certaines formes, on va dire, que vous pouvez connaître. Mais c'est également très difficile parce que vous côtoyez des choses qui sont compliquées, qui sont la maladie, qui sont éventuellement la mort, qui sont pas seulement les patients, mais qui sont la famille. Et donc c'est pour ça que moi je dirais que les choses sont encore plus exacerbées, encore plus difficiles, et elles prennent un relief qui est encore, on va dire, plus grand, à la fois aussi sans doute pour les grandes joies, et sans doute que vous avez aussi des grandes joies, mais aussi de grandes difficultés, et puis puisqu'il faut mettre un mot lorsqu'on parle un petit peu du travail, ce qu'on appelle des souffrances. Nathalie Robin-Sanchez, si on fait un petit point d'histoire, si j'ose dire, quels sont les grands modèles de management ? Alors, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais je pense que c'est bien de les avoir en tête parce qu'ils sont toujours en cours et ils émaillent finalement nos établissements. Historiquement et schématiquement, on pourrait dire qu'il y a 3 modèles. Le modèle le plus classique que vous connaissez tous, c'est le modèle hiérarchique. C'est la figure du chef, du commandement. C'est le modèle de Fayol. C'est celui qui est le plus vertical. Et même si aujourd'hui il a l'air ringard, de fait, il imprègne d'ailleurs que les entreprises, mais aussi encore énormément nos administrations. Le deuxième modèle, c'est celui qui intervient plus dans les années 60, c'est le modèle des relations humaines, le modèle du management participatif. On en parle depuis, on a émaillé nos modes de gestion de plus de concertation, de collaboration, on a pris en compte les aspirations des collaborateurs, et c'est notamment, ça s'appuie sur les théories de la motivation, qui visent à dire, et je vous rappelle quand même que le but c'est toujours l'efficacité organisationnelle, que pour obtenir l'efficacité de l'entreprise, de l'hôpital ou de l'organisation, il faut aussi y associer les individus. Et puis le troisième modèle, vous le connaissez parfaitement parce qu'il est à l'œuvre dans nos établissements partout, c'est le modèle de la performance. Ce modèle de la performance, on dit aussi qu'il se décline en 3 E, économie, efficacité, efficience, c'est celui qu'on a intériorisé et mis en œuvre à travers les outils, mais aussi la législation, l'organisation, la T2A dans nos établissements. Ce modèle vient de l'entreprise. On l'a mis en œuvre à travers des transpositions, on appelle ça aussi, d'un point de vue théorique, le New Public Management, mais c'est ce modèle-là aussi, et qui est très fortement ancré chez nous. Alors il n'y a pas de modèle pur, les 3 subsistent dans nos organisations, et d'ailleurs, vous les voyez à l'œuvre, vous voyez les tendances, et vous voyez aussi ce qui est le plus prégnant ou pas, selon les styles de management dans vos organisations. Alors, si je résume, on a importé le modèle de performance de l'entreprise, ses outils, ses méthodes, mais qu'en est-il du leadership, Loïc Roche ? Alors, ce qu'on peut dire là pour remonter encore une fois, et j'aime bien faire le lien à chaque fois, c'est que quel que soit le mode de management ou le mode de leadership, il faut faire crédit aux dirigeants, il faut faire crédit aux managers que depuis le départ. Et on pourrait presque remonter à Taylor, si tant est qu'on puisse estimer que le management date, on va dire, fin 19e, début du 20e siècle, c'est-à-dire que finalement, il a quoi ? Il a 100, il a 120 ans, il n'y a pas beaucoup plus. Il y a toujours eu un souci d'améliorer finalement le bien-être des hommes et des femmes, et qu'aujourd'hui, effectivement, on arrive à quelque chose de relativement intéressant où on commence à faire le lien, effectivement, que si je fais un pas de côté, et on y reviendra tout à l'heure, si je suis capable d'améliorer le bien-être des hommes et des femmes, alors sans doute que je vais travailler de surcroît, exactement comme il vaut mieux s'attaquer à la cause pour de surcroît, on va dire, on raye les effets et donc on obtient la guérison. Et bien de surcroît, je vais également travailler à une performance de l'entreprise sans doute plus durable, plus soutenable, aussi à entendre, non qu'elle va forcément être dans la pérennité, ce qu'on peut souhaiter, mais tout simplement parce que ceux avec qui je suis parti, les hommes et les femmes, effectivement, ils sont encore avec moi et je ne laisse pas des blessés sur la route et on sait parfois même que ça peut être pire. J'ai dit tout à l'heure que le management, c'était la gestion de la complexité au quotidien. Le leadership, c'est la capacité à donner une direction, c'est la capacité à entraîner, c'est la capacité à inspirer. Le leader, finalement, il indique un méta-objectif.
Et puis le manager derrière, c'est comment on s'y prend pour effectivement, on va dire, découper l'atteinte de cet objectif en plusieurs étapes, elles-mêmes qui vont être subdivisées en d'autres points qui chaque jour vont participer en quelque sorte. Alors je viens de Grenoble, même si je ne suis pas grenoblois au départ, mais l'image qui me vient, c'est le sentier en montagne. Le leader va dire, voilà, on va atteindre tel sommet et ce sera à telle date, par exemple à l'horizon 2020 ou 2030. Et puis le manager, il va monter avec son équipe, et puis c'est pénible. On a l'impression qu'on n'avance pas toujours. Et puis vous le savez, c'est-à-dire qu'au bout d'une heure, 2 heures, évidemment, dans la vie professionnelle, il faut raconter ça en mois et en années, lorsqu'on monte un sentier dans la montagne, à un moment donné, on s'arrête, on jette un regard dans la vallée, on dit « Oh, waouh, on a quand même fait du chemin ». Et finalement, c'est relativement ingrat, mais le travail qui est accompli par les managers est absolument considérable. Reste à savoir après, est-ce que nous sommes plutôt leaders, plutôt managers? Est-ce qu'on peut être les deux? Difficile en tout cas d'être les deux à la fois, au même moment. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'une organisation a besoin des deux. Si on n'est pas porté par quelque chose qui nous emmène plus loin que simplement notre travail au quotidien, si on n'est pas convaincu qu'on va finalement participer et donner au monde commun quelque chose qui dépasse, là aussi, le travail au quotidien, que nous inspire une direction qui, elle, est ordonnée par le leader, alors les choses sont effectivement beaucoup plus difficiles. On a besoin, être humain, d'un sens. On a besoin de comprendre ce qu'on fait, et ce n'est pas forcément notre tâche au quotidien, mais c'est plutôt dans la projection que ce sens-là, plus le sens de mon voisin, plus le sens de l'autre collègue, effectivement, on commence à co-construire quelque chose d'intéressant. Alors justement, à quoi est dû le malaise des cadres, les risques psychosociaux, la cohorte de difficultés dont le management semble aujourd'hui responsable? Pour vous, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et pourquoi ces mots du management? Mots MAUX, bien sûr. Alors, il y a les mots des managers, il y a aussi les mots des personnes qui sont employées, qui sont non cadres. Il y a également les mots des dirigeants. Et je pense que la souffrance, elle est bien partagée pour le coup, même si elle s'exprime peut-être un petit peu différemment. Si on reprenait les basiques que vous connaissez absolument par cœur, donc pardon de revenir à ces fondamentaux, s'il devait y avoir qu'un seul livre de management sur les étagères des managers, y compris dans les écoles que je représente, ce ne serait pas un livre de management, à mon avis. Le meilleur ouvrage qui a été écrit, et justement qui anticipait ou qui déjà décrivait une forme de souffrance au travail, qui évidemment maintenant prend d'autres mots, et je pourrais revenir pourquoi on est passé finalement des troubles musculo-squelettiques et en quoi il y a eu un progrès lorsqu'on parle maintenant des risques psychosociaux, puisque la dimension du sujet est prise, on va dire, dans l'ensemble, cognitive, intellectuelle, physique et autres. C'est le mythe de Sisyphe, d'Albert Camus, qui est un livre certes de philosophie, mais qui est une philosophie tout à fait accessible, et tout est dans cet ouvrage-là, où effectivement, où chaque jour, et on le sait bien, qu'on soit employé, qu'on soit manager, qu'on soit dirigeant, on fait toujours un petit peu la même chose, on roule ce fameux rocher, puis le lendemain, il faut recommencer, parce que celui-ci, par son propre poids, il est revenu, si ce n'est à sa base, en tout cas, il est un peu dévissé par rapport à là où on l'avait amené la veille. Et Camus explique très bien, c'est toute sa démonstration, que malgré cette difficulté-là, ça a été écrit en 1942 le livre, eh bien il faut imaginer Sisyphe heureux. Et pourquoi il fallait imaginer Sisyphe heureux? Et qu'est-ce qui finalement s'est perdu, a été perverti? Peut-être qu'on y a moins porté attention ces dernières années, c'est qu'il y a 3 choses qui tiennent, on va dire, une personne, un homme, une femme debout dans une organisation, dans une entreprise, dans une structure comme la vôtre. Le sens, la reconnaissance et l'espoir. Le sens, c'est comprendre ce que je fais, et on l'a vu tout à l'heure, c'est comprendre aussi qu'au-delà de ce que je fais, il y a quelque chose de plus important encore auquel je contribue. Et à l'époque, effectivement, pour les ouvriers, principalement, puisqu'on avait le patron et on avait les ouvriers, même si on avait effectivement, ça se déclinait avec des agents de maîtrise, etc., les personnes comprenaient ce qu'elles faisaient. La reconnaissance. Bien sûr, il y a des choses autour de la rémunération, mais la reconnaissance, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, la relation physique qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et à l'époque, comme on le dit communément, le patron, lorsqu'il arrivait le matin, il descendait dans les ateliers. Je peux me lever? Parce que le monsieur fait du théâtre. Non. Et maintenant, le saut périlleux. Et lorsqu'il descendait dans l'atelier, il allait serrer la main aux personnes. Et lorsqu'il te serrait la main, il te regardait. Et pourquoi il te regardait? Parce qu'il sait à ce moment-là que tu es la personne la plus importante pour son organisation. Aujourd'hui, on serre la main parce qu'on a dit qu'il faut dire bonjour. Mais si jamais mon propre manager passe dans mon champ, je me tourne. On ne prend plus le temps de regarder les personnes et de comprendre que si moi je suis là, c'est grâce à toi. Alors il le disait d'autant plus facilement à l'époque que souvent lui-même, quelques années avant,
il était OS. Vous savez ce qu'on appelle l'ouvrier spécialisé, qui à l'époque veut dire spécialisé de rien, puisque c'était la personne effectivement qu'on mettait, on va dire, à des tâches extrêmement plutôt simples et extrêmement répétitives. Et puis le troisième pied, après c'est promis, je retourne m'asseoir. Hein. On m'a dit, pas de mouvement de foule. C'était l'espoir. Et l'espoir, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on espère que demain, eh ben, ça sera un petit peu mieux qu'aujourd'hui. Et il me semble que dans les organisations, et on pourrait effectivement disserter le pourquoi de la chose, le besoin de sens, c'est beaucoup perdu, de la reconnaissance et puis de l'espoir. Juste un petit mot sur le lien entre le sens et la reconnaissance, parce que c'est profondément lié. Le sens, certes, c'est ce que je fais, et il faut que ça fasse évidemment sens pour moi. Mais nous sommes humains et on le sait bien, on existe de la naissance, et souvent jusqu'au terme de sa vie, que dans le regard de l'autre. Et donc, l'employé, le manager, le cadre, peu importe, a besoin de s'assurer que ce qui fait sens pour moi va faire sens pour toi. Et c'est là que ça commence la reconnaissance. Et donc, en général, je vais devoir m'assurer auprès de mon hiérarchique, est-ce que mon boulot, effectivement, c'est ce qu'on attend de moi? Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, le lien est très fort. Mais la difficulté de la reconnaissance, et j'arrête là, c'est qu'on voit tout de suite l'ambiguïté. Je demande un signe de reconnaissance qui doit m'élever quelque part, et en même temps, demandant un signe de reconnaissance, je me fais mendiant. Et donc, il y a une responsabilité du hiérarchique à ne pas jouer trop de ce pouvoir-là, et de décliner ce qu'on appelait déjà dans les années 60, donc c'est pour montrer que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, une situation qui est saine. Qu'est-ce qu'une situation qui est saine au travail? C'est une situation, non pas à entendre au terme santé du terme, pour le coup, mais une situation qui fait du bien à tout le monde. Pour la personne qui fait le travail, pour la hiérarchie, pour l'organisation, pour l'ensemble des parties prenantes, au premier rang desquelles, naturellement, les clients ou usagers, selon qu'on les appelle ici ou là, mais également en bout de chaîne à la société. Car lorsque je parle du métasens, en quelque sorte, que ce que je fais, ça participe à quelque chose de plus grand, qui s'agrège, vous, dans votre travail, mais aussi dans des travails d'autres organisations, d'autres entreprises ou d'écoles qui ne travaillent pas du tout dans les mêmes champs, c'est qu'en bout de chaîne, et particulièrement dans le monde dans lequel on est, notre ambition la plus forte, c'est comment est-ce qu'on peut contribuer à améliorer le bien-être de la société. Alors vous le faites effectivement de façon extrêmement concrète, mais il y a un sens encore plus grand qui effectivement c'est une participation à quelque chose qui nous dépasse. Et puis ce que j'ai nommé Camus, ce que j'aime bien, c'est que je crois que ce qui nous est dévolu très important, c'est en 1957, 10 décembre, il reçoit le prix Nobel de littérature, il fait un formidable discours et il dit ceci, c'est que ce qui change dans le monde, déjà qu'il avait anticipé, et ce qui nous a légué à nous, et ce qu'on lègue encore plus aux nouvelles générations, c'est que le monde tel qu'il est, notre ambition, c'est de tout mettre en œuvre, non pas pour le réinventer en permanence, tel qu'on pouvait l'imaginer il y a encore quelques années, non. Le monde dans lequel il est, c'est autrement plus important, c'est plus besogneux, mais l'objectif est encore plus grand, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que celui-ci ne se défasse. C'est promis, j'allais me retourner m'asseoir. Revenez dans la lumière, Loïc Roche. Merci pour cet exposé. Même question pour vous, Nathalie Robin-Sanchez. Pourquoi ces mots du management? Je crois qu'on a des conflits de rationalité et de loyauté, en fait, et à travers notamment ces modèles de management. Introduire la rationalité économique dans le modèle de la performance, qu'on a vu tout à l'heure, ça crée franchement un conflit avec l'éthique du care. L'éthique du care, du prendre soin. On le voit tous les jours, c'est compliqué. Mais c'est ça aussi qui fait la perte de sens ou la contradiction du sens. Et la souffrance au travail, les risques psychosociaux, c'est essentiellement une contradiction interne à l'intérieur de moi, à l'intérieur de chacun, entre ce que je pense qu'il faut que je fasse et puis ce qu'on me demande de faire ou ce que je peux faire. Donc, pourquoi je suis empêchée? Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être empêché, en fait. La qualité empêchée, c'est ça qui crée ce conflit interne qui fait la souffrance, qui est individuel, mais qui est essentiellement aussi collectif. Donc, il n'est pas question d'ailleurs de stigmatiser la question de la rationalité économique. C'est simplement de prendre conscience, mais on le sait, vous le savez, que c'est une rationalité qui n'est pas la finalité de nos missions. Que bien sûr il faille diminuer les coûts parce qu'on gère de l'argent public, parce qu'au fond il faut faire mieux. Alors bien sûr avec moins, puisque c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi pas? Il n'y a pas de question de remettre en cause la question de l'efficacité. Par contre, n'oublions pas que s'il n'y a rien qui porte
l'éthique du care auprès de nous, mais aussi de nos équipes, ben là, on crée ces souffrances au travail. Et puis, je crois aussi, parce que le malaise des cadres, il est dû au fait que dans la rationalisation, et on l'a tous fait, on a diminué le nombre de cadres. Bon, pourquoi pas? Il y avait des choses à faire hein, de ce point de vue-là. On a diminué le nombre de cadres. En même temps, on a multiplié les changements, les réorganisations. Et on a diminué aussi la marge de manœuvre. Bah oui, parce qu'il fallait bien, d'ailleurs parfois on dit qu'on est à l'os, hein, il fallait bien aller chercher des réductions de coûts. Et on a diminué ce petit matelas important que chaque manager se fixe pour atteindre ses objectifs, qui est la petite part qu'il garde et qui sait que ça va l'aider. Alors nous, on se dit, bah, chouette, on va pouvoir gratter là-dessus, ça fera des coûts en moins. Sauf qu'aujourd'hui, si on a moins de cadres, si sans arrêt il faut organiser, s'il faut faire avec moi et qu'en plus il n'y a plus même ce petit matelas que se gardait chaque manager. Vous le gardez encore peut-être, et quand vous ne vous gardez plus, vous êtes en burn-out, enfin, on file vite au burn-out. Le matelas, ça peut être du temps, hein, ça peut être, bon, ça je le garde comme ça, je pourrais mieux faire. Voilà. Si on a tout perdu, bah, effectivement, là, on est dans la contradiction totale. Donc le malaise, la souffrance, et il faut trouver un moyen. Peut-être aussi de métacommuniquer en disant, d'une manière saine, j'aime bien cette expression que donnait Loïc Roche, saine au sens, bien sûr sincère, mais saine au sens de dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et puis aussi redonner un peu de pouvoir à ces professionnels qu'on a dépossédés. Au fond, c'est quoi un bon manager, Loïc Roche? Alors, lorsqu'on regarde on va dire les personnes qui réussissent, que ce soit manager, que ce soit leader finalement, parce qu'à un moment donné, les deux convergent. Ils peuvent être grands, ils peuvent être petits, c'est peut-être des femmes, c'est peut-être des hommes, noirs, verts, jaunes. Certains peuvent avoir du charisme, d'autres pas. C'est pas ça qui fait la différence. Je crois que ce qui fait parmi les différences d'un bon manager, c'est d'abord la certitude et la compréhension que son métier normalement devrait tendre à finir un jour. Dit autrement, le but du management, c'est la cessation du management. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous passerez, on va dire, de l'impératif « tu dois » à « comment est-ce que je peux faire pour t'aider ». Le bon manager, c'est celui qui a la compréhension qu'il faut recruter plus fort que lui. La compréhension, contrairement à ce qu'on pense, que l'entraîneur n'a pas à être plus fort que l'athlète. Et que si je ne m'entoure que de gens qui sont moins bons que moi, ça ne va pas aller très très loin cette histoire-là. Mais pour l'accepter, pour en être capable, il faut que je sois suffisamment sûr de ma compétence. Donc que je ne craigne pas que l'autre soit effectivement plus fort. Et après, lorsqu'on parlait au niveau de technique, le bon manager, c'est celui qui a compris, je crois qu'on a déjà donné 2-3 exemples, que ce qui compte, c'est la relation à l'autre. Et lorsqu'on a regardé comment fonctionnaient des managers en France, à l'étranger, des grands leaders en France, à l'étranger, on s'est aperçu que parmi les qualités qu'ils avaient, il y avait ce qu'on appelait, alors peut-être que j'anticipe, mais je vais y arriver au moins déjà par un premier pas de ce côté-là, ce qu'on appelle le saut management. C'est-à-dire que c'était des gens qui, malgré leurs agendas, malgré leur emploi du temps tout à fait surchargé, savaient ménager le temps pour aller à la rencontre des personnes. Alors aux États-Unis, très très historiquement, Hewlett-Packard faisait ce qu'ils appelaient du management en empruntant les couloirs, c'est-à-dire ne pas craindre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, lorsque je vais à la rencontre de l'autre, indépendamment de toutes les vertus, et on pourra les décliner, c'est qu'effectivement, je ne crains pas l'autre. Or, aujourd'hui, de plus en plus dans les organisations, on a des managers qui ne savent pas manager. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils craignent la relation à l'autre. Et lorsque je crains la relation à l'autre, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la peur, et la peur, c'est sur la peur de son incompétence. Si j'ai peur des chiens, c'est que j'ai peur quelque part qu'ils me mordent et que je ne sache pas faire par rapport à ça. Eh bien, un manager qui a peur, c'est un manager qui a peur de son incompétence à manager. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se range encore davantage dans ce qu'il a à disposition, c'est-à-dire les écrans, c'est-à-dire son bureau, c'est-à-dire les réunions, là où ne sont pas forcément effectivement les personnes qu'il dirige, etc. Il faut réinstruire cette relation physique. Les intellectuels, je dirais presque dehors. Ce qui compte, c'est toi, physiquement. Qu'est-ce que tu as à me dire? Et dans la relation, moi, manager, je vais aller te raconter ce qui se passe, comment je vois les choses. Et dans une relation, et ça c'est primordial, authentique.
Je dis ce que je pense avec les mots qui me viennent. Et c'est ma façon de te respecter. Et toi, tu vas sentir, même si tu ne comprends pas forcément ce que je peux te dire de la stratégie, parce que peut-être au fond de toi, tu n'es pas tout à fait d'accord par rapport à ça, si je suis authentique, tu vas le ressentir. L'authenticité, alors vous mettrez le mot exact parce que vous êtes du métier, c'est la première émotion, le premier sentiment auquel le nouveau-né est sensible. Il ne parle pas, je ne vous l'apprends pas, il ne comprend pas, je ne vous l'apprends pas. En revanche, il ressent très bien si ce que lui dit sa mère, c'est en cohérence, Roger aurait dit en congruence avec ce qu'elle ressent. Et si effectivement il y a ce lien-là, on peut faire l'hypothèse que la confiance en l'autre plus tard va être sans doute facilitée. Si au contraire, dès le départ, ce lien n'existe pas, alors c'est quasiment mort. Qu'est-ce qu'un bon manager? C'est quelqu'un qui est authentique et qui est capable également de faire confiance a priori à l'autre et non pas attendre effectivement simplement à la fin une confiance qui viendrait a posteriori. La confiance, attention, n'empêchant pas le contrôle. Et pour vous, Nathalie Robin-Sanchez? Luc Roche a dit beaucoup de choses. Évidemment, un bon manager, c'est quelqu'un de la relation. Bien sûr, on entend toujours gestion, mais au quotidien, c'est de la relation. Donc c'est forcément... et je suis d'accord avec ce côté physique. On en parle à l'école avec les élèves de cette question. C'est des questions qui les travaillent, de se dire comment on va faire pour être des bons managers. Ils ramènent aussi des situations à des établissements dans lesquels ils sont en stage. Ils observent des choses. Et ils observent beaucoup la peur de certains managers. Ils observent cette difficulté à dire bonjour et à regarder les gens et à être sincère. Voilà. Alors après, on va pas se jeter la pierre. C'est super difficile de sortir de son bureau. On est accaparé par énormément de choses, mais c'est une réalité. Et c'est triste, mais il n'y a pas de jour où on n'entend pas des professionnels qui disent « Ah oui, mais il dit bonjour, mais il dit bonjour qu'au cadre ». Ça aussi, c'est des choses que l'on entend. C'est dans nos établissements, hein, c'est pas ailleurs. Donc, le métier de la relation, faut mouiller la chemise aussi, ça veut dire ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aussi... et c'est fatigant. Et c'est difficile. Et quelque part, c'est pas dans les objectifs. C'est ça qui est difficile aussi. C'est que, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'il y a sur la feuille de route, dans l'évaluation, c'est des résultats. Hein, les objectifs, résultats, on va pas se refaire tout. Or, ce côté, cet investissement dans la relation qui fait que ça fonctionne à terme, qui fait qu'à terme, on embarque l'équipe et qu'on obtient la performance, ça, c'est pas dans l'évaluation. C'est pas dans l'évaluation des compétences des directeurs, ça n'est pas dans l'évaluation des compétences des cadres. Au mieux, on repérera les conflits. Et on sanctionnera. Ah oui, mais tu ne sais pas te comporter, la preuve, il y a des conflits. Mais qu'est-ce qu'on fait pour valoriser la bonne relation, celle qui, finalement, au quotidien, va produire le dépassement et l'engagement? Ça, c'est difficile. Avant de donner la parole à la salle, qui, je suis sûr, a plein de questions à vous poser, encore deux petites questions, mais pas des moindres. Quelles sont les alternatives au management? Vous avez parlé tout à l'heure de slow management. Un mot là-dessus? Oui, alors juste avant, et pardon toujours de faire ce petit pas de côté, mais dans la suite directe de ce que vous avez dit, et je souscris à 100%, et si je pouvais davantage, je le ferais, mais les mathématiciens me diront que ce n'est pas possible. Le manager, c'est aussi quelqu'un qui doit reconnaître qu'il ne sait pas tout. Et on n'attend pas du manager des réponses à tout. C'est exactement comme dans un couple, alors ça va vous parler. Lorsque quelqu'un se plaint de ses conditions de travail à son conjoint, il n'attend pas forcément immédiatement « t'as qu'à faire ça ». La personne que vous dirigez, elle attend de vous en premier lieu l'écoute. Une écoute réelle. Être sûr qu'effectivement vous êtes attentif à ce qu'elle vous raconte. Et ne pas craindre donc la relation parce que vous n'auriez pas forcément réponse à tout. Mieux, vous devez être capable de temps en temps de dire là je ne sais pas. Et si vous êtes un très bon manager, même de temps en temps, pas toujours, sinon vous allez être mis effectivement en autre difficulté, de dire comment toi tu verrais les choses. Et alors c'est incroyable, c'est même bouleversant de se rappeler régulièrement par des preuves tangibles combien celui qui fait le métier depuis 10 ans, depuis 20 ans, a des idées souvent absolument incroyables, extraordinaires par rapport à ça. Autre point très important que vous devez savoir, et j'arrive à la question. Vous ne connaissez pas ce qui pour vous est naturel.
l'importance que vous avez simplement d'être visible pour les équipes qui vous dirigent. Rien que ça, ce sont des signes de reconnaissance absolument extraordinaires. Et puis là, on est plutôt dans des choses de la bienveillance, mais je crois beaucoup à ce que raconte Girard. La bienveillance ne tient que si tu es implacable, c'est-à-dire qu'il y a des principes de réalité, et être un bon manager, c'est aussi quelqu'un qui sait sanctionner. Sanctionner une personne, c'est respecter plusieurs choses. C'est respecter d'abord l'équipe, parce que ce que la personne ne fait pas ou ne veut pas faire ou sabote, ce sont les autres qui le font. C'est respecter l'organisation qui vous emploie, parce qu'effectivement, c'est d'autant moins de travail et de qualité de production. Mais le plus important qu'on oublie souvent, c'est que sanctionner une personne lorsque c'est bien fait, il ne s'agit pas non plus, on pourrait revenir, de ce qu'on appelle les licenciements abusifs ou autre chose. C'est profondément respecter la personne parce que c'est lui rappeler justement qu'il y a un principe de réalité et que dans la vie, on ne fait pas forcément ce qu'on veut, qu'on a souscrit, qu'il y a des engagements. Alors, quelles sont les nouvelles formes ? De plus en plus, on parle effectivement du management à distance. Et on va vers ce management à distance. De plus en plus, on parle de management, et ça existe déjà, où finalement, je ne verrai jamais réellement mon manager, mon dirigeant. C'est pourtant lui qui va m'évaluer en fin d'année. Alors, il est trop par rapport aux connaissances qu'on a pour avoir un retour. Sans doute même le temps imparti ici ne nous permettrait pas d'essayer de commencer à entrevoir quelques pistes, mais sachez simplement, comme je le dis souvent, que je connais des modes de management à distance via écran qui sont beaucoup plus de proximité, parce que là aussi, il y a une vraie attention. Ce n'est pas simplement le rendez-vous formel où on détaille l'ordre du jour, c'est comment ça va. C'est être capable de s'excuser si à un moment donné on a manqué à des choses. C'est être capable de dire ce mot extrêmement simple mais qu'on oublie souvent, qui est merci, pour un travail bien fait. Certes, c'est ton boulot, ok, merci, félicitations, tiens, fallait le faire. Et puis, par rapport à des managements qui pourtant, eux, pourraient être physiques et qui sont autrement plus, on va dire, virtuels, si tant est que la virtualité fasse encore sens pour eux. Monsieur le journaliste. Sur les modes alternatifs, on parle également d'entreprises libérées. Ah, c'est formidable ça. Alors, on va attaquer sur le point positif. Je pense qu'on a été trop loin à un moment donné sur une ligne qui a été effectivement l'entreprise pyramidale, le vieux machin, etc. Elle a des vertus, l'entreprise pyramidale. Si vous voulez vraiment à un moment donné faire changer les choses, vous avez intérêt à ce que le pouvoir soit concentré dans une ou plusieurs mains, mais qu'il ne soit pas 150 à décider, parce que si à chaque fois qu'on prend une décision, c'est remis en cause ensuite, etc. Mais c'est un petit peu comme l'état d'urgence, il faut que ce soit cadré et que ça n'ait qu'un temps. Et puis en bout de chaîne, on a l'entreprise libérée, le truc absolument formidable où chacun peut s'autoriser de lui-même, ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, on peut y revenir parce que si on veut innover, c'est plutôt intéressant, où les décisions sont prises en commun, etc. Et on est dans une forme d'illusion. Si on allait jusqu'au bout de ça, parce que l'entreprise libérée, c'est quand même pas aussi caricatural, oui, tant que ça marche, c'est absolument formidable. Mais je reprends toujours sur mon image que j'aime bien, et n'y voyez pas une psychanalyse à ciel ouvert. Le couple, lorsque on veut mesurer finalement la force d'une organisation, la force d'un gouvernement, la force d'un couple, c'est est-ce qu'on est capable, oui ou non, de franchir les difficultés. Et donc l'entreprise libérée, si on veut voir si ça tient, c'est oui, mais le jour où il y a des conflits entre les personnes, à entendre qu'elles ne sont pas d'accord, qui tranche ? Moi, je pense que l'entreprise libérée, elle a quand même besoin d'un cadre, elle a quand même besoin à un moment donné d'une hiérarchie. En revanche, entre le tout pyramide et l'entreprise toute libérée, il y a, je pense, un juste milieu qui est effectivement au sein de certaines organisations, on avait jusqu'à des N-6, -7, -8, etc. Foutez-moi ça dehors, le dégagisme, comme diraient des amis de l'extrême gauche, insoumis. Il faut effectivement enlever certains niveaux hiérarchiques. Il faut simplifier, il faut aérer les choses, mais on aura toujours besoin d'une organisation, de hiérarchique et d'un responsable à un moment donné par rapport à des décisions qui sont prises. Une réaction avant de libérer la parole et les questions dans la salle. L'entreprise libérée, je crois que c'est très séduisant. Quand on regarde de près, oui, d'abord, ça met dehors, alors là encore plus, parce qu'il n'y a plus de cadre. En fait, il y a un leader et des individus et des collectifs et une parole et on décide tout ensemble.
Mais attention, il y a un leader. Et ça repose vraiment, vraiment sur un type de personnalité. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, faut faire attention au mode. Puisqu'on était sur l'état de l'art du management, il y a des classiques qu'il faut revisiter. D'ailleurs, dans l'entreprise libérée, il y a des revisitations du management participatif, au fond. Il n'y a pas non plus que de la réinvention. Ça pousse un peu plus loin quand même. Mais donc, il y a des choses à revisiter. Et puis, il y a peut-être des choses à mieux faire. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on a fait avec nos cadres, avec nous-mêmes? Moi, je constate, c'est un constat personnel, que dans l'hôpital public, mais dans le médico-social aussi, dans le public, on va dire, on a peu investi sur nos cadres et sur la compétence de nos cadres. Et donc là, je ne dis pas qu'on est en retard parce que ces notions ne m'intéressent pas. Je dis simplement qu'historiquement, c'est comme ça. Donc, si on veut faire évoluer le management, il faut investir. Investir, c'est un problème de compétence, c'est un problème de pratique. Et puis, c'est aussi soutenir. On l'a vu parce qu'il n'y a pas de management s'il n'y a pas de soutien. Donc, l'entreprise libérée, oui, c'est sympa. Je pense que ce n'est pas encore atteignable dans nos organisations. Par contre, vive l'expérimentation d'un collaboratif plus puissant à différentes échelles dans nos établissements, bien sûr. Par contre, peut-être qu'il faut faire mieux et surtout, je parle aux dirigeants, d'accompagner, de soutenir, former les cadres. Et je voulais juste redire une chose, parce qu'on a employé ce mot de cadre qui ne veut pas dire grand-chose depuis un moment. Il y a un vrai effort à faire, et vous le savez, du côté des médecins. Chaque responsable d'unité, chaque chef de service, bien sûr les chefs de pôle, mais eux, on les a mieux vus, ce sont de l'encadrement, c'est eux qui travaillent avec les cadres de soins. Et je ne vais pas dire que c'est le maillon faible, parce que je ne veux pas les stigmatiser, mais concrètement, on n'a pas assez investi pour eux, et c'est une priorité pour demain. Très bien, on va poursuivre la discussion en la nourrissant de vos questions, vos réactions, vos commentaires, vos témoignages dans la salle. N'hésitez pas à vous manifester, les micros sont là, à votre disposition. Qui souhaite réagir, rebondir? Oui. On va vous tendre le micro, merci de bien vouloir vous présenter. Bonjour, on vous écoute. Bonjour, Marie-Cécile Mosselin, DRH à Sainte-Anne. C'est plus une réaction pour Loïc Roche. Ça s'apprend? Parce que moi, je suis très sensible aux propos que vous avez tenus là à l'instant, mais ça s'apprend vraiment sur... je me demande jusqu'à quel point les attitudes et comportements que vous recommandez peuvent s'apprendre ou ne relèvent pas de ce qu'on est chacun d'entre nous, de notre parcours. Qu'est-ce qui s'apprend dans tout ça et qu'est-ce qui est dans nos personnalités propres? Alors, je pense qu'il y a effectivement des choses qui peuvent s'apprendre, comme dans la discussion qu'on peut avoir. Ce qui est important quand le manager rencontre les personnes, et c'est important pareil lorsqu'il y a des personnes qui parlent et des personnes qui posent des questions, c'est que chacun apprend de l'autre. Ce que Jacques Welch avait dit très très bien, il dit qu'il ne faut pas être des managers comme ça, il faut être un manager enseignant. Manager parce que tu racontes des choses, et en fait l'enseignant, plus que ce qu'il enseigne, vous n'avez pas aidé comme l'enseignant apprend justement des questions, parce que ça lui fait penser, ça lui fait rebondir, ça fait connecter deux idées qui jusqu'à présent, on va dire, étaient un petit peu disjointes dans son expression. Il y a des choses qui s'apprennent. Je crois que ce qui s'apprend, c'est bien ce qu'on a raconté là, si tant est que vous y souscrivez, en tout cas que ça mérite d'être expérimenté, de redonner confiance à ce qu'on ressent d'abord par rapport à l'intellectuel. Il y a des choses qui s'apprennent par l'exemple. Je crois que c'est très important dans une organisation de voir que quelqu'un, tiens, il fonctionne comme ça, c'est plutôt pas mal. En plus, effectivement, ça a l'air de bien marcher, puis que finalement, ça peut pas forcément faire modèle, mais encore une fois, ça peut faire exemple. Et puis, il y a une base qui, elle, par contre, est non négociable, qui malheureusement ne s'en prend pas si elle n'a pas été acquise dans la petite enfance, c'est le respect. Être profondément convaincu que l'autre a de la valeur. On est passé un petit peu par Camus, on s'est un peu éloigné du champ du management. Heureusement, ça a été très très bien recentré et avec beaucoup d'à-propos par rapport à vos métiers. Mais c'est Peter Drucker, donc lui on ne peut pas le taxer d'être philosophe, qui disait que c'est quoi la définition du management? C'est la capacité à aller chercher les pépites d'or que chacun a dans ses poches. Et quelle que soit la personne, qu'elle sache parler, pas parler, qu'elle ait un haut niveau, pas haut niveau hiérarchique, etc., peu importe, tout le monde a des pépites d'or, tout le monde a des savoirs, tout le monde a des connaissances, tout le monde a des idées, tout le monde a des arguments formidables. Et ce qu'il faut, c'est aller les chercher. Par contre, vous savez que quand on a effectivement ce matériau sur la table, ce qui est tout l'art,
pour revenir à la question, si on devait boucler le mouvement par rapport à ce qui nous a animés depuis maintenant à peu près 45 minutes, c'est comment on arrive à fondre ces différents pépites pour en faire effectivement, pour le coup, quelque chose dont on sait que la valeur finale est autrement plus conséquente que simplement l'addition des différentes pépites. Moi, je pense qu'effectivement, les choses peuvent, si ce n'est s'apprendre, en tout cas, cela peut réveiller du déjà su et qu'on n'osait pas forcément exprimer. J'ai dit tout à l'heure que la seule question, c'est la question de la décision. Il faut savoir que lorsqu'on décide en tant que manager, on est toujours tout seul. Parce que j'ai pu avoir des conseils, des collaborateurs, je suis au gouvernement, j'ai des ministres, éventuellement les ministres, j'ai des cabinets, etc. Mais quand je décide, je suis tout seul. Et pour être moins bête lorsque je suis tout seul, eh bien, il faudrait que je puisse m'appuyer quand même sur un plus grand que moi. Et je crois que le plus grand que nous, on l'a tous en nous quelque part, c'est ce avec quoi on est un métier, c'est de l'ordre de la référence culturelle. Pour certains, c'est la philosophie, la littérature, le cinéma. Qu'est-ce que ça me raconte d'une même situation ? Et l'exemple que je prends communément, c'est Helmut Schmidt, ex-chancelier de la République fédérale d'Allemagne, qui expliquait très bien ça. Donc lui, c'est 74-82 en Allemagne. Et au soir de sa présidence, il est mort maintenant il n'y a pas tellement très longtemps, et il racontait très bien quand il devait prendre une décision, il allait puiser, puisqu'il était tout seul à prendre la décision, il allait puiser lui, plutôt dans les philosophies, c'était Kant, c'était Nietzsche, des gens comme ça. On a besoin de cette référence, on a besoin de cette musculature intellectuelle. C'est-à-dire que paradoxalement, on a besoin de penser, manager de façon tripale. Les psychanalystes diraient de façon peut-être un peu avec l'inconscient, peu importe, vous voyez bien ce que je veux dire par là. Mais à un moment donné, on a besoin quand même de cette musculature-là. On a besoin des théories du management. On a besoin d'être capable d'expérimenter. Et puis surtout, d'asseoir sa propre compétence, d'être suffisamment sûr de soi pour savoir d'abord qu'on ne sait pas tout. Bon, c'est un poncif certainement, mais que l'autre, eh bien justement, il peut drôlement m'aider dans cette histoire-là, quoi. Et je vous jure que lorsque vous faites confiance à quelqu'un, que vous l'encouragez à parler, mais sans doute que vous l'avez déjà expérimenté, et que la personne a une idée que vous n'auriez jamais eue, et pourtant c'est vous qui la dirigez, il y a quelque chose mais absolument bouleversant, là aussi au sens physique du terme. Ce sont quasiment les larmes qui coulent, tellement c'est beau de voir une personne qui jusqu'à présent n'avait jamais osé. On dit souvent que le manager, ça doit aussi participer à faire en sorte que les équipes puissent quelque part grandir. Alors, grandir physiquement, intellectuellement, moralement, ça on laissera ça à chacun sa sphère privée. Mais je crois que les personnes, les zones de progrès sont absolument incommensurables. Et si on est capable effectivement de leur donner leur chance, c'est finalement pour l'organisation, mais aussi beaucoup pour vous, que vous leur donnez leur chance. Nathalie Robin-Sanchez. Oui, quand même, parce qu'on a l'ambition, en tout à d'essayer d'apprendre des choses, en tout cas à l'école, sur le management. Alors, tout ne s'apprend pas, c'est clair. Je pense que quand même, il y a notamment des exercices qu'on fait, avec des mises en situation, qui sont l'ordre de la prise de conscience, qui sont l'ordre de la prise de conscience de soi et de l'autre, des deux. De situations de management qui sont vécues et qui sont courantes et qui sont très utiles. Alors pas simplement à l'école. La reprise de conscience, c'est-à-dire le fait de réanalyser ce qui se passe dans une relation de conflit, de recadrage, de motivation, enfin tous les classiques, c'est très important. Et donc quand je parlais tout à l'heure d'analyse de pratique avec les cadres, de réflexivité de la pratique, c'est des mots qui sont très soignants d'ailleurs, qu'on retrouve chez les soignants, mais je pense que c'est très important de partager avec des collègues, d'être aussi avec des pairs bienveillants pour ce recul. Et puis c'est un chemin, l'apprentissage. Donc bien sûr, il y a des techniques, repérer ce qui est la décision, le processus de décision, faire de l'animation, etc. Il y a des techniques, mais en fait, c'est un cheminement. C'est un cheminement de progrès. Je crois beaucoup à l'environnement de culture et de ses références personnelles qu'il faut. C'est comme son jardin. Ça se cultive en fait. Et c'est pas simplement donc du professionnel d'un côté et puis ma tête de l'autre. Enfin, au sens de mes références et de mon jardin. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Retour dans la salle avec une nouvelle question, nouvelle réaction, nouveaux témoignages, nouveaux commentaires sur ce qui a été dit. Oui. On vous tend le micro, monsieur, je crois. Voilà, merci de bien vouloir vous présenter. Bonjour. Bonjour, Pierre Socot-Diabert, je suis DRH au Centre hospitalier des Pyrénées à Pau. Ma question sera un petit peu courte. Voilà, on entend beaucoup parler de lean management, c'est-à-dire d'efficacité économique poussée peut-être à son extrême. Et aujourd'hui, j'entends parler, et j'en suis plutôt, moi personnellement en tout cas, soulagé, voire satisfait, de valeur, de bienveillance, d'empathie aussi, de sens. Comment on pourrait faire bon ménage entre les deux, selon vous ?
Merci, monsieur. Peut-être qu'il faut se dire, parce que moi aussi je suis assez, enfin, c'est embêtant hein, le lean management, parce que c'est vraiment l'extrême poussée du dégraissage. Hein, on enlève le gras, hein, on perd encore tous les petits matelas là pour gagner sur les coûts et dans les processus, hein, parce qu'on est vraiment dans ces lignes-là. En plus, ça continue du Japon, enfin, etc. Et puis il y a des choses pas mal aussi, mais parce que ça remet au centre la parole de ceux qui travaillent. Donc il ne faut peut-être pas jeter tout le dispositif qui fait peur et qui peut être d'ailleurs très presse-citron, c'est très clair, parce que j'ai des expériences en tête vues, et y compris qu'il y a des choses qui sont développées sur le site de la NACT-ARACT hein, sur ces questions. Hein, en quoi le lean management peut aussi apporter au travail. Bon, l'ARACT et la NACT, hein, c'est sur les conditions de travail, vous voyez bien quand même que, et y compris dans des dimensions incluant le dialogue social. Hein. En quoi ce type d'expérience remet la parole de celui qui sait, de celui qui fait, au cœur du processus certes, mais de l'amélioration de ce que l'on fait. Et ça, redonner la parole à ceux qui travaillent, ça c'est un fondement du management humain. Loïc Roche, on peut faire du slow lean management? Je pense que la réponse a été donnée, mais faire du slow management, c'est-à-dire faire ce pas de côté pour prendre du temps pour aller à la rencontre des personnes, c'est en aucun cas antinomique avec la performance, avec le profit, avec toutes ces belles choses, car ce sont des belles choses et très utiles. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet notamment de continuer à investir et de créer de la valeur économique. Que ma définition de développement durable, c'est 3 pieds, c'est bien l'écologie environnementaliste, mais c'est pas mal de réduire les inégalités sociales, mais encore faut-il qu'il y ait un moteur, et le moteur, il sera économique. D'où mon plaidoyer toujours dans d'autres cercles pour qu'effectivement, on n'abandonne jamais l'économie si effectivement on veut vraiment agir de façon efficace, à la fois sur l'environnement, sur toutes ces belles choses-là. Ça, c'est un point qui, pour moi, on va dire, et alors ça, j'allais pas dire non négociable, parce que c'est simplement ma vérité et on peut se tromper. Mais encore une fois, être capable de prendre du temps, c'est effectivement complètement conséquent. J'ai parlé de 42, c'est Camus. 42, c'est également Le Petit Prince de Saint-Exupéry. On connaît tous à un moment donné, l'apprentissage du renard par rapport au Petit Prince. On connaît tous ce machin, l'essentiel est invisible, etc. C'est juste la phrase d'après, moi, qui m'intéresse. Vous savez que le Petit Prince cultivait une rose, il était très très embarrassé parce qu'elle était extrêmement capricieuse, il passait un temps fou avec elle, quoi. Et il regrettait amèrement de passer tout ce temps-là. Et le renard lui dit, c'est le temps que tu as passé. Il dit même que tu as perdu, mais je préfère dire que tu as passé pour ta rose, qui rend ta rose si importante. C'est le temps que j'ai passé pour ma rose, qui rend ma rose si importante, répéta le Petit Prince afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Et je crois qu'effectivement, les managers ont cette responsabilité-là par rapport aux hommes et aux femmes. Ils l'auront fait volontairement, involontairement, mais à un moment donné, il y a un pacte de confiance qui se fait entre les deux. Il faut les emmener au plus haut, mais en même temps, il y a cette tension, c'est-à-dire que je dois moi aussi répondre à des objectifs, mais qu'une façon d'arriver au plus haut, j'ai pris l'exemple de la cordée tout à l'heure, c'est de faire effectivement en sorte que chacun ait envie d'en être. Et si chacun a envie d'en être, on risque d'arriver en haut, en meilleure santé, plus vite, je ne sais pas, mais en tout cas dans des conditions de sécurité extrêmement dignes et avec l'envie ensuite d'aller sans doute conquérir d'autres sommets. Merci Loïc Roche, c'est toujours bon d'entendre Saint-Exupéry à 10h du matin. On a encore le temps d'en prendre 2 questions. Qui souhaite s'exprimer? Oui, là-haut, bonjour. Bonjour, Elisabeth Dany, DRH Le Puy-en-Velay. J'avais une question par rapport à des mots qui ont été évoqués tout à l'heure. Vous avez parlé souffrance au travail, ça nous parle tous. Est-ce que ça veut dire que nous avons été si mauvais managers que nous avons créé cette souffrance au travail? Et est-ce que vos nouvelles techniques de management, lean, slow et j'en passe, nous aideront, nous tous de bonne volonté, managers RH, à enlever cette souffrance au travail? Pourquoi est-ce que nous souffrons au travail? Merci madame. Nathalie Robin-Sanchez. Derrière la souffrance au travail, il n'y a pas que le management, même s'il faut le regarder de très près. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des contradictions. Et les contradictions, elles sont dans le modèle ou dans les objectifs, la mission de nos organisations et ce que ressentent les gens. Vous voyez, là, ce n'est pas le management. Quand un soignant dit « mais pour moi, le soin, c'est des classiques que je vous dis, mais c'est de parler à la dame ».
et que nous, on a réduit, nous, entre guillemets, collectivement, les temps de transmission, qu'on n'a plus d'effectifs, et pour des raisons que l'on connaît. Vous voyez bien que ce n'est pas qu'un problème de management. C'est un problème de représentation. Alors, je m'appuierai sur Yves Clos, qui parle beaucoup des risques psychosociaux, et d'ailleurs qui refuse ce terme et qui veut parler des ressources psychosociales plutôt. Yves Clos, il dit ce qu'il faut, c'est redonner la parole au travail, et il faut accepter le conflit. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un problème de management, c'est un problème, on l'a dit, d'écoute, mais aussi de débat. C'est-à-dire que la question du travail, ce n'est pas que des effectifs dans les cases, c'est concrètement, in fine, au chevet du patient, le temps que prend chaque activité. Et il faut que ça soit, on va dire, les opérateurs, les gens qui puissent en parler et ne pas être d'accord. Et ne pas être d'accord, c'est pas forcément, on ne va pas y aller, mais ne pas être d'accord, c'est déjà pouvoir exprimer ce qu'autrement je vais internaliser. Et c'est ça la souffrance au travail, c'est l'internalisation des contradictions. Donc, il y a des problématiques de management, mais il y a aussi des problématiques de communication, d'expression, et d'accepter de regarder, nous, en tant que notamment directeurs, que quand on prescrit des choses, ça a des conséquences concrètes sur le travail qui doivent être réappropriées et laisser cette parole à ceux qui font le travail. Loïc Roche ? 100% d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire le seul fait de pouvoir exprimer éventuellement et de pouvoir discuter d'un point de désaccord sans pour autant que les choses soient remises en cause à la fin. Ce qui fait beaucoup de souffrance, effectivement, c'est lorsqu'on nous dessine des objectifs et qu'on a le sentiment qu'on est complètement démuni ou qu'on n'aura pas les ressources par rapport à ça. J'ai entendu dire dans votre question, c'est nous sommes responsables de... Non. Souvent, il y a une co-responsabilité. Les managers, effectivement, il y a 2-3 managers qui sans doute ne mériteraient pas ce terme-là et sont des gens plutôt dangereux, qui font du mal. On a aussi des employés qui se comportent avec les managers, il faut voir comment. Et si on veut vraiment trouver de la belle violence, on va aussi du côté des syndicalistes. Dans la série des harcèlements et de la violence en toute impunité, on a des belles choses à dessiner. Et là aussi, il y a des syndicalistes fait remarquables. Et puis, il y en a aussi qui sont au moins aussi dangereux que les 2-3 managers que je mettrais bien de côté. Donc, ce qui est important, c'est aussi de remettre ça. Ce qu'il faut également penser, c'est qu'on paye dans le travail un délitement aussi souvent de la réalisation dans le domaine privé. Pour faire très court, on tient sur 2 pieds. Il y a la vie privée, il y a la vie professionnelle. Et lorsque l'un des 2 pieds vient un petit peu à faceiller, un petit peu comme une voile qui aurait du mal un petit peu à prendre le vent, eh bien, on va souvent surinvestir de l'autre côté. Et un certain nombre de choses, et je ne suis pas du tout spécialiste là-dessus, mais moi, ça m'apparaît extrêmement clairement de ce qu'on appelle communément le burn-out, c'est-à-dire des écroulements tout à fait réels. Ce sont souvent des personnes qui, à un moment donné, dans leur vie privée, les choses sont un petit peu moins forcément... en tout cas, ça ne remplit plus leur vie comme ça le faisait auparavant. Il y a un manque, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Donc, il y a aussi un surinvestissement qui, en plus, dans le travail, où déjà le travail demandait beaucoup. Et à ce moment-là, effectivement, on se fragilise. On ne tient plus que sur un pied. Et à ce moment-là, il suffit effectivement d'un mot malheureux dont vous pouvez être la cause, mais un mot qui normalement serait passé complètement à côté, mais une sorte d'énervement qui fait qu'à ce moment-là, la personne va complètement s'écrouler. Et c'est-à-dire qu'on pointe et qu'on met beaucoup aussi sur le travail des choses qui sont peut-être à rechercher, on va dire, un petit peu ailleurs. Et puis après, je ne vais pas me faire que des amis là, mais il y a aussi, on va dire, une compréhension et une intelligence parfois, et on va dire une certaine malhonnêteté. On sait maintenant qu'il y a 2-3 mots qui vont nous permettre, on va dire, de s'affranchir finalement tout simplement du travail. Si vous avez un problème, il y a 2-3 mots qu'il faut prononcer. Vous prononcez le mot harcèlement, je vous le recommande. À ce moment-là, on va vous foutre la paix. Il y aura une enquête qui va être déclenchée puisque les RH ont obligation de faire ça. Si ça ne suffit pas, alors évidemment, ça vous parle doublement, on va se mettre en arrêt maladie, etc., etc. Que tout ce qui a été fait sur les nouvelles règles, c'est plutôt pas mal parce qu'il y avait toute une violence qui effectivement existait dans l'entreprise et celle-ci, à un moment donné, il a fallu la pointer. Mais là aussi, on a peut-être poussé le curseur un petit peu loin. Et aujourd'hui, vous savez que lorsqu'il y a une plainte, cette-ci, elle est instruite. On est dans un beau pays, donc c'est sur la place publique. Et que si jamais vous êtes effectivement accusé de choses comme de harcèlement et autres, etc., et on restera naturellement sagement sur le harcèlement moral, ce qui est déjà pas mal, eh bien pendant 1 an, votre vie, ça va être très très compliqué, quoi. Et puis comme on est en France, et on voit ça aussi dans le domaine de la politique, ça va se finir, ça se terminera quand même plutôt bien, parce que l'enquête va être quand même menée sérieusement, mais il n'y aura jamais effectivement ou d'excuses, et en tout cas on ne pourra pas revenir en arrière sur le mal qui a été commis. Donc effectivement, le travail devient quelque chose de compliqué. Il y a aussi, on pourra ajouter ces choses-là, effectivement la perte de sens, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et puis les gens disaient très bien que lorsque les choses perdent du sens pour toi,
bien, quelque part, l'absurde du monde, on pourrait revenir à Camus, n'est pas très très loin. Et quelque chose qui fait plus sens pour moi, je peux me sentir dans ma situation professionnelle ou privée complètement isolé, au sens où on l'entendait Hannah Arendt, c'est-à-dire d'isolation, c'est-à-dire sans lien avec le sol. Et à ce moment-là, effectivement, tout peut arriver, et y compris le pire. Merci. Dernière question avant de marquer la pause. J'ai vu monsieur là-bas. Rapidement. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. François Verdun, je suis directeur des ressources humaines au CHU de Parlez Grenoble. bien près du micro. François Verdun, directeur des ressources humaines au CHU de Grenoble. Donc, on est tous conscients et habités par ce qui a été dit ce matin. Du coup, comment pourrait-on faire pour aller plus loin? Donc déjà, je vois que l'École de la santé, depuis un moment, la question du management a intégré la formation beaucoup plus que dans la formation de ceux qui sont sortis en 1994, par exemple, ce qui est très bien. Mais aller plus loin, c'est... Mes termes vont être un peu bruts. Comment repérer la compétence managériale au recrutement? Après tout, pourquoi pas? Et puis comment l'intégrer dans l'évaluation ensuite de la pratique professionnelle? Or, je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus de l'importance du management, mais on recrute un directeur d'hôpital, pour prendre cet exemple, à peu près que sur la capacité à faire une belle dissertation de culture générale et une belle dissertation de droit. Heureusement, maintenant, il y a quand même le passage par l'école et les cours de Nathalie, mais ensuite, le bon directeur d'hôpital redevient assez vite quelqu'un qui est capable de maîtriser l'équilibre budgétaire dans son établissement. Et la compétence managériale, à nouveau, redisparaît. Donc, comment fait-on pour intégrer ça maintenant dans nos métiers, à l'entrée et tout au long de la carrière? Merci, monsieur. Nathalie Robin-Sanchez. À l'entrée, ça reste faible, mais c'est important. On a quand même transformé ce qui était le grand oral, qui se transforme quand même en un entretien de recrutement. Et même si on ne fait pas beaucoup, mais on fait des petites mises en situation dans ces oraux. C'est-à-dire qu'on explique, voilà, vous êtes dans telle situation, vous faites quoi? C'est-à-dire qu'on va chercher dans l'expérience de la personne ou dans son mode de situation un certain nombre d'éléments. Ça reste du recrutement, et le recrutement a des limites de ce point de vue-là. C'est qu'on ne voit pas les gens bosser, on ne les voit pas, au pied du salarié, comme on dirait, au pied du patient, quoi. Et par contre, l'évaluation, il faudrait encore que ça soit dans les objectifs. C'est-à-dire que l'évaluation, ça pose toute la question des indicateurs, de tout ce qu'on veut, puisqu'on a bien appris notre cours. Mais il faudrait au moins que ça soit dans les objectifs. C'est-à-dire que... et ce n'est pas le cas. Mais c'est un petit peu le problème, en fait, de l'avalanche du haut vers le bas, de la reproduction. Quand le DG, ses objectifs sont fixés par l'ARS, puis je veux bien même pour l'ARS remonter au ministère qui a aussi des objectifs qui sont fixés et où que tout est relié finalement à la rationalité économique et aux maîtrises du budget, que l'on ne regarde que ça. Et encore, on parle du management, mais on ne regarde même pas ce qu'est la fonction RH. Regardez ce qu'il y a dans les contrats de retour à l'équilibre et donc dans les feuilles de route des directeurs. Donc c'est très important. Je pense qu'un directeur, il peut au moins le faire, et un DRH et un directeur de soins, ils peuvent au moins le faire à l'intérieur de leur établissement, et ça serait le minimum. Après, on ne changera pas, en tout cas, ce n'est pas nous qui le ferons, ce qui se passe par le haut. Pour conclure, Loïc Roche, sur ce point, et clore notre échange. Non, c'est effectivement une question de fond, et comme toutes les questions de fond, c'est extrêmement difficile d'avoir des réponses. Alors, il y avait souvent, on le voit encore dans certaines organisations, où qui devient manager, c'est celui qui était très bon dans son poste. Et donc une sorte de promotion, effectivement, on le met manager. Alors ça a été très dit justement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'au-delà des objectifs financiers, il y ait d'autres types d'objectifs. Par exemple dans les écoles, au-delà simplement, j'allais dire, de la mesure de la performance de l'école par la recherche, etc., de plus en plus les classements internationaux, c'est la satisfaction des étudiants dans le cursus et dans le programme. Donc ils les appellent à Hong Kong, à Singapour, vous avez suivi tel MBA, est-ce que vous êtes content, pas content, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, on va aller vers là, et là c'est plutôt pas mal avec tout ce qui se joue notamment. Lorsqu'on parle de zéro déchet, etc., ce serait bien qu'on élargisse un petit peu les choses. C'est pas seulement zéro déchet par rapport à ma canette de bière ou effectivement au plastique de l'eau minérale. C'est zéro déchet dans le fait qu'on règle une bonne fois pour toutes ce problème des inégalités, par exemple hommes-femmes.
c'est zéro déchet dans le fait que c'est bien les émissions carbone et attacher beaucoup d'importance, mais toutes les émissions de souffrance dans les organisations, c'est quelque chose qui est pas mal non plus. Et je pense qu'on va sans doute arriver à un moment donné à inclure également cette dimension-là et pas seulement la dimension financière. Et ça a été très dit justement, on est un peu dans un problème extrêmement pervers où en cascade, on a des objectifs. Alors moi, je reçois des objectifs en tant que chef, donc je les donne effectivement au sous-chef, qui les donne, etc. Et on a un truc assez intéressant, enfin, tu vois, ça fait catastrophique, c'est qu'en général, au début, je suis relativement poli, c'est-à-dire s'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça, et plus effectivement on va descendre à un moment donné, plus il va y avoir de violence. Et à la fin, c'est quasiment, si ce n'est pas forcément dans l'insulte, parce qu'on sait à peu près se tenir quand même, c'est qu'il n'y a plus bonjour, il n'y a plus merci, ça va être par voie de mail et ça va être perçu comme complètement combinatoire, cette histoire-là. Donc effectivement, il y a un gros travail par rapport à tout ce qui se joue dans la société, tous les mouvements qu'on voit et qui sont à mon avis très très positifs, encore une fois, de développement durable dans sa complexité. Je pense que des notions de développement durable vont à un moment donné comprendre que l'écologie c'est sympathique, mais ce n'est pas forcément extérieur à l'homme, c'est aussi intérieur aux hommes, au sens d'être humain naturellement, et donc intérieur aussi aux organisations, et qu'il faut remettre l'homme et la femme au centre, ce que j'appelle faire de l'écologie, mais pour le coup humaine.